À plus, à plus, à plus, à plus. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et offrez-vous un appartement de luxe dans un environnement sans pareil. Offrez-vous une qualité de construction sans compromis. Offrez-vous les services d'une société qui gère et réalise vos rêves de A à Z. Offrez-vous les services d'un entrepreneur en bâtiment fort d'une expérience de 40 ans. Briga. La société Briga crée une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance et la transparence, depuis la conception et jusqu'à la remise des clés. Une responsabilité assumée et un service de haut niveau, même après la livraison. Offrez-vous la sécurité et la tranquillité pour de nombreuses années. Briga est plus qu'une société, c'est une famille qui est toujours à vos côtés. Faites-vous plaisir car vous êtes enfin arrivé à la maison. Briga. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. Bonsoir à tous, vous êtes ici chez vous, bienvenue chez vous, dans le plus beau penthouse de Iriamim, en face du Briga Tower. On vous reçoit ici pour une heure d'émission. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne A+, la chaîne des francophones d'Israël, qu'on peut aussi recevoir aujourd'hui sur anatel.plus, partout en France d'ailleurs. On est ravis de vous retrouver et vous allez retrouver évidemment nos chers chroniqueurs qui ont plein de choses à vous dire ce soir. Et on aura également des invités, on va parler de Krav Maga, on va parler d'Eurovision en Israël. Et une surprise, une interview exclusive de Laetitia Eido, l'actrice de Fauda. Tout ça, c'est pour vous après le générique. Bienvenue chez vous, c'est parti. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas, Audrey Nataf? Oui, merci. N'est-ce pas, docteur Lara? Moi, je suis toujours content d'être là. Ah oui. On vous retrouve, Josrienne, docteur Josrienne. Moi, je suis très heureux d'être là, en compagnie de tous les autres chroniqueurs. Et de Judith, qui est toujours ici. Ça va, Judith? Ouais, vous avez passé une bonne semaine? Ah, super. J'étais au mariage d'une copine. Ah, ça c'est sympa. Et alors, ça donnait quoi? Bah écoutez, là, c'est un mariage mixte, puisque la Kala était française et le Khatan était israélien. Alors, côté français, attention, c'était la Fashion Week, des robes longues corail, 12 cm de talons, des coiffures à 3000 shekels. D'ailleurs, une question. Quand ça contient 4000 épingles, 3 bombes de lac et 12 heures de travail, on appelle encore ça coiffure, je veux dire, ou ça, on parle de chantier de construction? Non, normalement, à ce stade. Alors, les Israéliens étaient plus détentes? Ah bah attends, les Israéliens, carrément, moi j'ai quand même arrêté un mec, il avait un jean troué, des crocs aux pieds, un t-shirt dégueulasse. Bon, je me suis dit qu'il faisait forcément partie de l'équipe du traiteur. Donc je lui ai demandé où je pouvais trouver les pipi rooms. Il m'a répondu qu'il ne savait pas, je l'ai retrouvé 5 minutes après sous la roupa, c'était le frère du mari. Sur quoi les Français et les Israéliens s'accordent dans un mariage alors? Ah bah le cocktail, ça met tout le monde d'accord. Un Français ou Israélien, on se jette sur le buffet comme si on allait rentrer en année de famine. Et le cocktail, ça se passe comment? Bah alors après le cocktail, il y a tu sais, le gars à la technique. Alors lui, il a un micro qui grésille en général, qui fait des effets Larsen, tu vois. Et alors avec un espèce de moment solennel, tu vois, il va appeler Kal Nichbad, na leitkarev letekes choupa. Monsieur, madame, approche, le marié doit prendre la mariée. Ma slicha, pour époux. Pour époux, c'est ça? Voilà, pour époux. Alors, ils sont rentrés sur quelle musique? Ah bah ils n'étaient pas d'accord. Ma copine, elle voulait rentrer sur ça. Ouais. Et lui, le Khatan, il voulait ça. Sex bomb, donc. Alors, c'était émouvant quand même, cette cérémonie? Ah oui, côté français, c'est toujours très émouvant. Il y a vraiment les petites larmichettes, vraiment, voilà. Et moi, j'étais côté israélien, par contre. Écoute, le gars à côté de moi, il avait un cure-dent, il était en train de se nettoyer ses bouts de saucisse cocktail. Il arrêtait pas de parler à son pote pendant des heures. Tu l'as vu, la Kala? Elle est cossée, Alors, le rabbin a imposé le silence quand même, j'imagine, le rabbin. Alors, le rabbin, tu sais, c'est un peu comme ça. Le rabbin, lui, il a envie de faire kiffer tout le monde. Il va parler en français, sauf qu'il parle pas français, donc on comprend rien à ce qu'il dit, du coup. L'union de la femme et de l'homme dans le shalom baït, on comprend rien à ce qu'il raconte. Et alors, le pire, je crois que c'est quand il essaye d'être drôle. La note, tu l'as payée avec ton argent comptant. Très content.
Voilà, et puis alors, attends, je vais te dire, honnêtement, qui l'écoute, hein, vraiment, le rap? Non, mais c'est vrai, attends, les mariés, eux, ils ont chaud, ils sont émus, ils tremblent, ils n'ont pas la force d'écouter. Mais Skena, la Kala, ça fait 12 semaines qu'elle n'a pas mangé pour pouvoir rentrer dans sa robe de mariée. Le Khatan, il a une crampe à force d'essayer de tenir le talit, il a juste envie que ça se finisse, tout ça, tu vois. La mère de la Kala, je sais pas si t'as remarqué, elle est toujours à l'ouest. On lui tend le verre de vin pour sa fille, elle manque de le boire cul sec à chaque fois. Les invités qui sont célibataires, ils écoutent pas non plus, ils sont en train de scanner pour voir les plans pécho de la soirée. Et ceux qui sont déjà mariés, d'ailleurs, eux, ils sont en train de repenser avec amertume combien de milliers d'euros, eux aussi, avaient dû lâcher pour leur mariage, en disant, mais pourquoi j'ai été aussi bête, sérieusement? Ça dure combien de temps? Alors, le Khatan, je me souviens, il avait dit 5 minutes max, hein, la cérémonie. Mais il savait pas que ma copine, elle était de Meknes. Hein, que dans sa famille, elle avait 12 oncles Khazan, tu sais, qui se croient tous dans The Voice. Et on accueille pour la 3e Beracha, Maurice Toledano. Vous aimez quand même les mariages, dites-moi. Ah mais oui, j'adore ça en fait. Ah mais si, parce que attends, français, israélien ou ce que tu veux. Tu veux savoir là où on est tous les mêmes? Eh ben je vais te le dire. Pour vous rendre et apporter de la joie aux mariés, parce qu'une fois sur la piste, réunis pour une aura virevoltante, les gars, mais il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et ça, le monde entier d'ailleurs s'accorde à le dire. Pour un record d'énergie, de joie, d'explosion d'amour, rien ne vaut un mariage juif. Bravo. J'aime bien quand vous finissez comme ça, sur un peu d'émotion. Mais oui, qu'est-ce que finalement j'ai un cœur. Mais en plus, c'est très très bien vu. Audrey Nataf, Oui. Alors vous avez fait un plaisir ce soir. Vous savez ce qu'a fait Audrey Nataf? Non, vous savez pas. Absolument pas. Audrey, vous avez pas. Alors, une exclusivité pour nous, rien que pour Bienvenue chez vous, une interview que vous avez réalisée il y a quelques semaines avec l'actrice de la série Fauda, que tout le monde connaît, on en a beaucoup parlé ici. Ouais, Laetitia. Laetitia Aido, une série internationalement réputée, connue, etc. Et ben, comment vous l'avez rencontrée? Eh bien, en fait, elle m'a contactée sur Facebook après avoir vu ma pièce. Voilà. Lego, Parce qu'il mon jeu préféré. Exactement, joué par Joanne Toledano, qui va bientôt reprendre, j'espère, et puis qui va venir aussi en Israël. Ça, c'est bien. Bonne Et info. en fait, effectivement, on se rejoint dans beaucoup de thèmes de développement personnel, spirituel, etc. Et c'est une actrice super, très intéressante. Alors, on a beaucoup parlé de la série, mais aussi de toutes ses expériences dans le cinéma israélien et puis partout dans le monde, puisqu'elle joue dans plein de langues différentes. Elle parle plusieurs langues, hein, ça? Alors, elle parle plusieurs langues, mais bon, en général, quand elle joue, elle est quand même obligée d'apprendre des textes en phonétique, mais vous en entendrez un peu plus dans le... Ah oui, on va écouter un extrait dans Allez, l'instant. un extrait d'un petit air, ouais. D'accord, alors on regarde l'extrait. Lior Raz est super. Il est génial et c'est quelqu'un qui a là sur le plateau beaucoup de responsabilités parce qu'il est directeur artistique, showrunner de l'ensemble du projet. Il est acteur principal, etc. Donc il a peu de temps et il a énormément de textes puisqu'il a le rôle principal. Donc il travaille un peu comme moi, on travaille beaucoup entre les prises, on répète, on révise et puis donc on n'a pas énormément de temps pour parler. Personne d'ailleurs, c'est une série qui se tourne quand même relativement vite. Mais c'est un plaisir parce que se plonger dans ses yeux, d'ailleurs, c'est très agréable. C'est pas mal ses yeux, n'est-ce pas? Donc voilà. Et il y a des scènes, notamment de la saison 2, sans faire de spoil, où on se regarde comme ça et l'émotion est montée naturellement parce que d'un coup, c'est quelqu'un qui donne, qui est généreux. Et d'ailleurs, Shadi aussi, qui joue Walid, j'ai de la chance de jouer avec ses partenaires, ils sont vraiment très généreux et du coup le contact passe facilement et comme je suis dans ce jeu sur l'instant présent et sur ce qui se passe maintenant avec la matière qu'on me donne en face, eh bien avoir cette matière-là, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment superbe. Alors bravo en tout cas pour cette interview, ça donne À Paris, envie. on était à la Maison Athénée, super beau salon, dans le 9e arrondissement. Il faut dire qu'on va voir l'émission en entière, en tout cas l'interview Oui. en entier, juste après l'émission. Exact. On aura l'interview. Bon, c'est pas mal, vous avez suivi la série Fauda, faut rappeler qu'elle jouait le rôle de Elle médecin. joue le d'un médecin. docteur Shirin, Shirin. exactement, une médecin franco-palestinienne. Donc là, pour le coup, ça a été pratique parce qu'elle pouvait garder son accent français. Et voilà, elle va vous raconter plein d'anecdotes dans son tournage avec le réalisateur Doron, et Doron, voilà, Doron. Lior, qui est un de ses partenaires principaux. Vous l'avez vu, Jo? Oui, moi j'ai adoré. Attention, on cette dit série. rien, hein, Non, sur j'ai adoré. Je ne vais pas parler que de moi. Moi j'ai adoré cette série, mais j'ai eu du mal à rentrer. Je suis un grand fanat de séries télé. Hein. Un jour, si vous voulez, je vous fais une chronique là-dessus avec plaisir. Mais j'ai adoré cette série, mais j'ai eu du mal à rentrer. Parce que 2 de mes enfants étaient dans des unités un peu spéciales. Et donc, j'ai vu le premier épisode. J'ai
pas réussi à aller jusqu'à la fin, puis ensuite j'ai recommencé, et finalement, bon, j'ai dépassé. Et c'est vraiment, addictif. c'est... Alors il y a la saison 2 qui Très dur, commence, qui sur, sort, là, qui bientôt. sort, et bientôt sur Netflix. Voilà, Très bientôt oui, aussi oui, sur très Netflix. bientôt, sous-titré en Samy. français, à partir de cet été, je crois. Et effectivement, ce qui peut être compliqué, c'est que c'est très réaliste. Et Ah oui, c'est réaliste. D'ailleurs aussi, ce qui fait qu'elle plaît à beaucoup de monde et dans tous les pays. Et Laetitia était contente dernièrement. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec elle en Israël. Oui, exact. Et elle était contente que ça sorte enfin sur Netflix France, parce que la France a été un des derniers pays à faire Oui, c'est exact. sortir Fauda sur son catalogue. Et là, ça y est, c'est enfin là. Et c'est vraiment mérité. Et c'est une actrice exceptionnelle, vraiment. Et une Bravo femme super. Pour les ce coup de sous-idées. maître, C'est là. très chouette. Bon, bah, très bien. Bien. Donc, on Bah, rappelle c'est juste après cette émission, bienvenue chez vous, l'interview en exclusivité. Bonsoir, docteur Lara. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu Fauda, vous l'avez vu? Ouais, j'ai vu la première saison, mais on n'a pas le droit d'en parler donc. Non. On n'a pas le droit de dire de la fin. Pas le droit de dire. Alors, on va aborder une question pas facile, mais avec vous, tout paraît plus simple quand même. Ah, c'est Hein gentil ça. Je vais le dire à ma femme. Comment parler de sexualité à ces ados, ces jeunes ados? D'abord, faut-il juste parler de sexualité à ces ados ou à ces enfants? Je pense qu'il faut garder en tête une chose, c'est qu'il faut répondre aux questions en mettant un filtre et en respectant la temporalité psychique des enfants ou des adolescents. C'est-à-dire qu'un enfant ou un ado qui pose une question ou qui amène de façon détournée à un repas la question sur la table en racontant l'histoire de quelqu'un ou en se mêlant à une discussion tout d'un coup sur quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est prêt à en entendre les réponses. Donc à ce moment-là, on peut discuter avec lui et puis essayer de filtrer évidemment ce qu'on va dire et d'apaiser le stress que génère la sexualité. Parce que d'abord, si un ado ou un enfant vient nous parler de ça, un enfant, ça va être beaucoup pour la curiosité sexuelle et l'excitation basique. Et il faut en général calmer un peu l'excitation sexuelle chez les enfants, chez les petits, je vais vous expliquer pourquoi après. Un adolescent, c'est plus pour être rassuré, être déculpabilisé, parce qu'ils sont très angoissés par la sexualité et qu'ils ont déjà intégré les tabous et les interdits, en général. Les enfants, ils vont être très très excités tout petits. Tous ceux qui ont eu des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, ils voient qu'ils adorent se promener tout nus, se frotter partout, etc. Et c'est très sympathique. Et au fur et à mesure, on leur dit non, tu vois, ça tu peux pas le faire. Ou alors tu vas dans ta chambre, tu touches pas les autres enfants à la maternelle. Et on essaye de calmer la sexualité. À ce moment-là, de mettre un petit peu un couvercle dessus. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas bien, ça continue les tabous, etc. Mais le tabou sexuel, dans le développement psychique d'un enfant, c'est une affaire importante. Parce qu'on va, à un moment donné, stopper cette décharge d'excitation surexcitante qu'est le sexe et la curiosité sexuelle, eh ben, l'enfant il va garder plein d'énergie à disposition et il va la mettre dans autre chose. Et en général, ce qui se passe, c'est que de la pulsion érotique, notamment la pulsion voyeuriste, c'est-à-dire de voir tout nu les autres, etc., eh ben, il va passer à la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire savoir. Au lieu de voir, vu qu'il n'a plus le droit de voir et de toucher, il va essayer de savoir. Et donc, il va commencer à développer ses apprentissages. Et on voit que la culpabilité sexuelle, la pudeur arrive vers 6 ans, qui est l'âge où on commence les apprentissages en primaire et où on apprend à lire, à écrire, etc. Donc cette énergie mentale, elle est disponible parce qu'on stoppe aussi l'affaire sexuelle chez les enfants. Et on voit bien que chez les enfants très excités, 6, 7, 8, 9 ans, très excités sexuellement, il y a quasiment toujours une affaire familiale problématique. Un grand frère qui montre des choses qu'il ne faut pas montrer, trop excitantes, des parents dans un divorce très conflictuel avec un des parents qui ramène quelqu'un, des accusations très sexuées faites sur l'autre, etc. Et ça crée des troubles. Les enfants vont s'agiter, ils ne vont pas travailler parce qu'ils vont être surexcités par cette affaire qui continue. D'accord. Et les adolescents entre 15, 16 qui n'en parlent pas. Alors inversement, ceux qui n'en parlent pas assez. Oui, alors je crois qu'il faut partir du principe qu'ils ont globalement les réponses qu'ils doivent avoir. Aujourd'hui, on n'est plus dans une époque où on n'avait pas accès à Internet et où on n'avait pas accès au cœur des réponses scientifiques. Après, le problème, c'est qu'ils peuvent être noyés de réponses compliquées. Et donc, c'est là où le rôle du parent... Voilà. Et c'est là, plutôt inapproprié d'ailleurs que compliqué, hein, absolument. Et donc, c'est là où on peut jouer notre rôle de filtre et les aider à trier les choses. Mais en général, les adolescents, quand ils ne nous en parlent pas, c'est pas parce qu'ils ont une méconnaissance des choses ou parce qu'ils n'ont pas d'intérêt sexuel, loin de là,
quasiment tous les adolescents à intérêt sexuel très fort, c'est naturel. C'est de la pudeur, c'est quoi? C'est la culpabilité. La culpabilité. Il y a une culpabilité sexuelle très très forte. Évidemment, elle est encore plus forte chez les jeunes filles, et parce que le poids de la société est ce qu'il est. Et donc, on voit très souvent des adolescents qui vont commencer à avoir des symptômes anxieux au moment de la puberté, au moment de l'auto-érotisme, la masturbation. C'est extrêmement culpabilisé et ça peut générer des petites crises d'angoisse, des grandes culpabilités. Donc là, je dirais que quand on a des enfants qu'on sent très anxieux, qui sont un peu intéressés mais qui ont honte, le parent du même sexe, il peut aller se promener avec son enfant, la maman avec sa fille, le père avec son fils, et puis essayer de, sans être intrusif, mais essayer de lui parler un peu de lui-même quand il était petit et des angoisses qu'il avait. Hein, tu sais, moi, ça m'est arrivé à ton âge, cela, puis ça m'a gêné, j'avais un peu honte. Comme ça, c'est voilà. C'est-à-dire, je rentre pas dans ton intimité, mais en évoquant la mienne, tu peux attraper ce que tu veux. Et donc ça peut soulager les enfants. Et les parents du même sexe, c'est plus facile. Parce que pour un garçon, parler de sexe avec sa mère, c'est une excitation édipienne très forte. Et pour les filles, avec le père, de la même façon. Judith. J'aimerais vous poser une question sur ce qu'on peut conseiller aux familles où justement c'est pas si facile d'être l'éducateur. Là, pas pour le jeune qui a du mal à poser des questions, mais pour le parent qui a du mal à se mettre en position de s'ouvrir et de raconter ce qu'il a été. On a dans notre communauté francophone d'Israël un poids de la culture judéo-juive quand même qui pèse des fois sur nous, et donc certaines familles qui pensent qu'il y a un manque de pudeur à avoir ce genre de discussion, et comme les enfants le ressentent, alors c'est encore plus à sourd de venir en parler. Donc là, ça décuple le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces parents qui ont une espèce de visuel familial très policé avec des règles, et en même temps... J'adhère totalement à ce que dit Judith, mais c'est une réalité intangible, il faut le savoir. Et on se retrouve confronté à ce type de situation, à ce type de problème très, très régulièrement. Oui, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas chercher un conseil. Parce que pour eux, il ne faut pas qu'il y ait cette discussion. C'est-à-dire que là, on part sur un autre registre. On part sur des parents qui veulent une pudeur, un côté tsniout très fort. Et donc, ils ne veulent pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse non plus. C'est-à-dire, vous allez avoir des parents plus classiques qui ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, mais donc qui voudraient un peu déstresser leurs enfants. Vous avez des parents qui vont être gênés par rapport à leur propre sexualité pour qui c'est un sujet compliqué, mais qui aimeraient bien que ça se passe un peu mieux. Alors là, oui, eux, ils vont demander des conseils. Et oui, ça peut être, on va compter sur le grand cousin, etc. Mais encore une fois, c'est pas grave si personne n'en parle. Si l'enfant ou l'ado a un problème, on va le sentir. Et là, à ce moment-là, il va falloir quand même relever les manches. Après, cette dimension-là de gens qui considèrent qu'il faut qu'il y ait une grande, grande pudeur, par définition, on ne peut pas leur donner un conseil parce qu'ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que quelque chose sorte. Ils veulent qu'on garde la consultation, d'ailleurs. Et ils veulent qu'on garde la porte ouverte. Alors, si vous imaginez comme c'est compliqué, quand on a une jeune fille qui arrive avec des crises d'angoisse et qu'on sait bien qu'il y a un refoulement d'une affaire érotique derrière et qu'il y a la porte entrouverte avec le père. Donc, c'est pas vraiment soluble, malheureusement. Et la religion va essayer de proposer des sortes de solutions tamponnées, cachérisées. Ça peut marcher ou pas, mais très souvent, l'adolescence est une période de crise aussi pour ça, parce que le cadre que veulent les parents parfois n'est plus approprié à certains adolescents et à leur histoire. Alors, docteur Lara, pour terminer rapidement, il y a toujours cet oncle ou cet ami qui arrive et qui intervient sur l'adolescent en disant en lui posant des questions un peu sexuelles, machin, alors où t'en es, mais pourquoi tu vas pas vite, enfin lui mettant un peu la pression comme ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ça? Non, bon, d'abord c'est pas grave. D'accord. Ce qui compte, c'est que déjà, que le père ou la mère le fasse pas. Ça peut être très très bête pour pas dire un autre mot quand même. Non, mais bien sûr, je dis pas que c'est très malin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. On a toujours peur. Les parents ont toujours peur de créer un traumatisme très vite. Un jour, on a dit ça à mon enfant et je pense que ça a traumatisé. L'histoire de la bar mitzvah, surtout. Vous vous rappelez l'époque de la bar mitzvah. Chez les Tunisiens, on envoie une petite pression quand même. Une prostituée, c'est ça? Pas que chez les Tunisiens, ça existait partout. Ça existe encore? Eh ben moi, j'ai pas eu ce cadeau de bar mitzvah. Je pense que ça m'aurait fait du bien. Non, je pense qu'elle n'existe plus. Je pense qu'elle n'existe plus. Ou alors. Vous savez quoi offrir au docteur Lara, apparemment? Moi, j'ai un peu passé l'âge de la bar mitzvah. Mais très sérieusement, c'est pas grave. D'abord, il faut dire aux gens que c'est pas parce qu'on dit un jour une bêtise qu'on traumatise un enfant. Non, un jour, Voilà. Tous les jours
de façon régulière, le traumatisme, tous les adultes qui ont eu des traumatismes, qui ont eu des problèmes avec leurs parents ou des problèmes avec leur sexualité, ils vont pas dire un jour on m'a dit ça et ça m'a traumatisé. S'ils fouillent, ils voient bien qu'ils ont été élevés dans une ambiance qui relayait ces propos traumatiques. La répétition. Voilà, donc celui qui est dans un cercle secondaire, l'oncle, etc., qui n'est pas le père ou la mère, il vient et dit n'importe quoi, bon, il va être un peu gênant, mais ça va pas générer quelque chose de profond chez l'enfant. Si c'est exceptionnel, maintenant, si c'est une pression globale... Oui, mais c'est pas le père, c'est pas la mère, donc il a pas un pouvoir fort, c'est pas le frère non plus. Il n'est pas dans la maison, il est une sorte de petit clown qui vient faire le malin. En vérité, ça tient plus. La psychanalyse de ce moment-là, elle tient plus au psychisme. Est-ce que les parents remettent à la place aussi ou pas de l'oncle Ils peuvent s'ils veulent, mais c'est pas très grave. Si le parent est témoin de ça, il peut en rire. Si l'adolescent est gêné, à ce moment-là, c'est bien que les parents disent bon allez, tu vois que tu l'embêtes, arrête. Mais ça tient plus en vérité la psychanalyse de ce moment-là au psychisme de l'oncle lui-même. C'est-à-dire c'est toi qui c'est lui qui a un problème. C'est toi qui es surexcité sexuellement et qui veut parler sexualité avec des petits jeunes. C'est toi qui n'as pas fini ton histoire d'adolescent. Rapidement, j'ai souvent vu d'ailleurs ces adolescents rejeter cet oncle après, en disant mais il est insupportable, on ne veut pas le voir, et parce qu'il y a vraiment une relation désagréable qui s'est créée. Mais ça c'est quand c'est excessif et quand le jeune est en difficulté. Parce que parfois le jeune, il aimerait avoir une zone de respiration et il va s'accrocher à l'oncle jeune, au grand cousin un peu sympa, qui fait pas le lourd à table, mais qui l'emmène sortir, qui l'emmène en boîte, etc. Ça, c'est pas pareil. Et ça, c'est une relation qui peut être sympa et qui peut être une solution à ces fameuses familles très gênées, mais qui voudraient quand même qu'on parle avec leurs enfants. Merci beaucoup, docteur Lara. Avec C'était plaisir. très bien, très complet et toujours très intéressant. Josrienne, c'est à vous, docteur. On a parlé de médecine israélienne avec Judith, avec un poil d'exagération la fois dernière sur la médecine israélienne. Là, on va parler plutôt de la médecine chinoise, mais notamment de l'acupuncture. Et vous êtes un spécialiste de l'acupuncture, je crois. Ben oui, avec 30 ans 30, un peu plus même. 30 ans. Alors, ça suffit, on dira 30 ans. Allez, c'est quoi l'acupuncture médicale ? L'acupuncture médicale, c'est une médecine traditionnelle chinoise qui aujourd'hui est totalement intégrée à la médecine moderne. Aujourd'hui, on pratique l'acupuncture d'une manière traditionnelle, certes, mais appliquée aux différents problèmes de santé que nous rencontrons. Il y a des preuves scientifiques à l'action. Alors, écoutez, pendant longtemps, on pensait qu'il y avait un postulat de foi derrière l'acupuncture. Or, aujourd'hui, on a des preuves évidentes de l'action et de l'efficacité de l'acupuncture. Alors, rapidement, parce que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps là-dessus, mais on a des preuves électriques. Alors, par exemple, cet appareil permet, en le posant à certains points, de détecter le point. Détectez-moi. Un point très très précis, mais en même temps, il va servir aussi à visée thérapeutique. Une IRM va montrer, par la stimulation de certains points, des modifications au niveau des zones du cerveau, des modifications biologiques. Une séance d'acupuncture va entraîner, par exemple, l'apparition de certaines hormones. Donc il y a vraiment aujourd'hui des preuves évidentes, et puis on ne discute plus ces preuves. L'acupuncture fait partie aujourd'hui de médecines reconnues, qui sont des médecines intégrées, donc je disais la médecine moderne. L'OMS et l'ONU la reconnaissent et la préconisent. Il y a quand même plus de 1,5 milliard, d'après mes comptes, 1,5 milliard à 2 milliards de personnes, 1,5 milliard à 2 milliards de personnes qui utilisent l'acupuncture quotidiennement. Alors ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, aux femmes, aux enfants à partir d'un certain âge. En ce qui concerne ma pratique, je ne ferai pas d'acupuncture à un bébé, je commencerai à partir de 6, 7 ans, 8 ans, après l'acceptation de l'enfant. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue, et ensuite, on peut le faire aussi à des femmes enceintes, puisque moi, je l'ai pratiqué à des femmes enceintes, sur ma fille et sur ma belle-fille récemment, parce qu'elles avaient des problèmes et des difficultés pour arriver à l'accouchement, ça commençait à être un peu long et douloureux. En 2 séances, elles ont accouché rapidement. Voilà. Alors, donc, on a dit c'est pour qui, mais qu'est-ce que vous soulagez ? Quel genre de problème ? Alors là, vous avez un panel de maladies assez extraordinaires. Bien sûr, les indications principales, c'est la douleur. Sur les douleurs, on a des résultats assez extraordinaires, que ce soit des douleurs chroniques, lumbago, sciatique, arthrose sciatique, toute cette catégorie de douleurs, où là, nous avons des résultats intéressants. Sur la migraine, nous avons de bons résultats. Sur les céphalées, de bons résultats également.
sur les eczémas, sur toutes ces maladies psychosomatiques qui peuvent parfois poser des problèmes. On va avoir des résultats aussi sur les angoisses, sur les crises d'angoisse, les crises de panique, sur certains états limites, avant d'aller voir le docteur Larare, mais où on peut commencer à agir, et surtout éviter, voire diminuer la prise d'anxiolytiques. D'accord. Pardon. Vous savez, il y a un vieil adage médical qui dit « qui peut le plus, peut le moins ». Par exemple, je l'ai vécu et je le vis assez régulièrement, j'ai des patients qui sont en chimiothérapie et qui ont des effets secondaires terribles de cette chimiothérapie, et avec l'acupuncture, on arrive vraiment à soulager ces effets secondaires, et ça leur permet de mieux supporter cette terrible épreuve. On va utiliser aussi l'acupuncture dans tout l'esthétisme. L'addictif. L'esthétisme. Attendez, trouble addictif, ça marche très bien aussi. Oui, c'est ça. Sur le tabagisme, mais pas que sur le tabagisme, Oui, sur aussi d'autres addictions avec des résultats intéressants et surtout durables. Alors il y a l'autre versant, c'est l'acupuncture esthétique. À quel âge? Alors l'acupuncture esthétique, c'est intéressant. L'acupuncture, moi j'ai découvert ça il y a quelques années. J'avais travaillé avec un collègue brésilien et canadien, et donc on a essayé d'améliorer une technique qui est ancienne, qui se trouve déjà chez les maîtres chinois. Et avec un certain nombre d'aiguilles, on va essayer de pulper le visage, d'atténuer les rides. C'est une alternative au Botox et à l'acide hyaluronique. Il y a des femmes, et des hommes d'ailleurs, qui viennent me voir et qui n'ont pas envie, c'est intellectuel, qu'on leur injecte un produit sous la peau. Eh bien ça permet comme ça de retarder l'apparition des rides, en tout cas d'atténuer profondément la. C'est ça que vous allez faire, moi Donc en tout cas, ceux qui aiment ça, il y a le docteur Nidam qui passera tout à l'heure, il expliquera comment avoir des abdominaux sans faire de sport. Voilà, mais ça, je dis... C'est une Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Ça vous intéresse. Donc c'est une véritable méthode de rajeunissement. En tout cas, ça permet de se sentir bien. Et puis, on n'injecte pas de produits, il n'y a pas d'anesthésie. On peut voir ce que c'est que... Alors très bien, écoutez, voilà. Parce qu'on a des aiguilles, on a un cobaye. Voilà. C'est moi. Je vous ai amené ici un certain nombre d'aiguilles. Voilà, ce sont des aiguilles de ce type, qui sont longues. Ce sont des petites aiguilles qu'on utilise pour l'acupuncture en général. Et celles-là aussi, qui sont des aiguilles en or qu'on utilise pour l'acupuncture esthétique. En or. Oui, enfin, plaqué or, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, sur Audrey, qui est à côté de nous? Alors, sur Audrey... Moi, j'ai tous les problèmes. Alors, non, sur Audrey, je vais utiliser cette... Et vous me dites pourquoi? Cette aiguille, oui, bien sûr, tout à fait. Ça va saigner. Non, pas du je tout, sens que ça va saigner. Non, parce non, que là, pas du tout. Mais pas Non, du non. tout, on ne sent rien, Non, ça non, fait pas mal c'est du juste tout. pour J'en fais essayer de- régulièrement. Ah, vous en faites, Bien Audrey? sûr. Ah, d'accord. Vous vous piquez vous-même? Écoutez, oui, je me suis fait... j'ai eu la désagréable aventure d'une fracture de coude extrêmement douloureuse et pénible, opérée longuement, qui m'a immobilisé pendant 3 mois. Et comme je ne supportais pas les opioïdes, vraiment pas du tout, et qu'ici on en donne facilement, eh bien j'ai eu ce recours à l'acupuncture et ça m'a soulagé. Ça voilà. fait du bien. Ça n'a pas refait mon bras, ça n'a pas refait mon coude, mais ça m'a soulagé. Alors voilà, donc nous allons utiliser cette aiguille qui est une aiguille stérile, bien sûr. Usage unique. Oui, comme dire, ce sont des aiguilles à usage unique, stériles et jetables, quand même. On va le préciser. Et donc, sur vous, je vais juste, parce qu'on n'a pas le temps, mais la prochaine fois, si vous avez le temps, on fera une vraie séance, on va utiliser cette aiguille sur le point Intang, qui est un point que j'affectionne particulièrement. C'est le point de la sérénité. C'est un point qui s'appelle la rencontre avec le temple. Mais elle est déjà beaucoup trop sereine, la nôtre, Audrey, là. Très très zen, mais on va me rajouter une trouvez petite qu'elle est couche sereine, histoire ouais. d'être un peu plus perché. Et ça marche j'aurais pas très dit bien. ça. Et je vous recommande ce point pour... Regardez, ne bougez pas. Voilà. C'est fini. Voilà. Et je vous J'ai recommande, même pas senti. je vous recommande ce voit point qui marche très très bien chez les enfants, chez les bébés quand ils pleurent et quand ils sont agités. Vous les prenez dans les bras, vous leur parlez, vous chantez une chanson et en même temps vous caressez. Mais on fait ça, cette zone. naturellement, pour endormir. Évidemment. C'est aussi un point de relaxation. C'est un point qui Attendez, marche bien. là, on fait ça avec le doigt, on le fait Oui, pas avec avec le la doigt. main. Non, non. Vous pouvez Si faire, vous avez une fourchette, c'est par exemple. l'équivalent. C'est l'équivalent, et ça marche très bien chez les étudiants qui sont stressés avant un examen, rigole, etc. Ça marche très très bien, ça donne de bons résultats. Vous êtes super avec ça. Ah, je me sens Voilà. tellement On la laisse comme ça toute longue ou pas? Non, on va le Oh, je la garde un petit peu, ça va servir à Bon, on rien. va garder durant la pub. ok Gardez. Vous restez comme ça jusqu'à la pub, parce que là, on va se retrouver dans un instant. On va parler de Krav Maga avec celui qui a été le plus jeune ceinture noire en Israël, mais aussi de chirurgie esthétique, une nouvelle méthode pour les hommes pour avoir des abdos sans effort, et de l'Eurovision vue ici en Israël. À tout de suite. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit.
A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Anatel, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Tours Briga offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Briga Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. De retour sur le plateau de Bienvenue chez vous. On parlera tout à l'heure de l'Eurovision avec Nivadi. On va voir comment l'Eurovision est perçue par les Israéliens. En attendant, Mickaël, on va essayer de ne pas se la ramener. Comme d'habitude, on va se tenir à carreau. Ouais. Parce que là, on reçoit un grand spécialiste israélien du Krav Maga. Hein? Tout le monde connaît le Krav Maga ici. Ouais. Alors, on va essayer de savoir si c'est un sport qui est vraiment pratiqué dans le monde. En tout cas, c'est Made in Israël. Et c'est Oren Meloul qui est là. Bonjour. Salut, ça va? Il a pas applaudi, docteur Lara. Alors on va s'en occuper. J'ai applaudi. J'ai fait comme ça. Alors, ça va? Bien, c'est bien, merci. Donc, on appelle ça prof de Krav Maga? On appelle ça prof, expert de Krav Maga, oui. Expert. Si ça vous plaît pas ce qu'il dit, vous pouvez lui péter la gueule. Tout à l'heure. Alors, racontez-nous quand même, vous connaissez tout le monde ici sur ce plateau. Absolument. Est-ce que j'ai entendu que vous êtes ceinture noire en Krav Maga? Un peu, on va faire une grise. Je suis en train de bientôt, si Dieu veut. Donc, comment est né ce sport? Alors, on appelle ça un sport. Une pratique, une méthode. En fait, le Krav Maga n'est pas un sport, parce qu'un sport, il y a toujours des lois dans un sport. Ouais. C'est une compétition dans la rue. Il n'y a pas des lois, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas des gants. Alors le Krav Maga, c'est pas un sport et c'est aussi ne pas un art martial. Parce qu'un art martial, c'est quelque chose que c'est une art. Une art, c'est quelque chose qui est artistique, traditionnel, esthétique. Et dans la rue, en fait, quand quelqu'un t'attaque, on n'a pas le temps pour faire quelque chose qui est beau, artistique. Ah, on n'est pas dans un musée, on s'en fout, quoi. Exactement. Alors, si c'est pas un sport ou c'est pas un art martial, c'est un système de self-défense qu'un gars qui s'appelle Emil Lichtenfeld, qui vient de Budapest. C'est ça, alors voilà. C'est bien de partir sur l'historique, d'où ça vient. Alors voilà, vers l'année 1930, Emil Lichtenfeld, qui est né en Budapest, il a commencé à développer le Krav Maga. Après, il a passé en Israël vers l'année 1940, avant que l'État d'Israël était créé, et le temps de la Hetzel à Haganah, il a commencé vraiment à mettre toutes sortes de techniques, parce que son père était de la police de Budapest. Il a vu beaucoup de techniques, il a pratiqué de la boxe, toutes sortes de l'art martial. Il a créé ce mélange. Il a commencé à faire des mélanges pour faire quelque chose qui est plus direct, comme on dit en hébreu, tachles, qui est pratique. Et déjà, même dans les années 30, il faisait partie des jeunes athlètes qui avaient regroupé des gens pour justement protéger les communautés juives locales avec la montée du fascisme, l'antisémitisme. Exactement. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il s'est fait agresser par toutes sortes de groupes antisémites en Budapest et il est venu en Israël et il a commencé à fonder le Krav Maga. Et c'est tout de suite entré dans les mœurs, dans l'armée? Alors, avec l'État d'Israël 1948, avec le Tzahal, c'était commencé à enseigner à l'armée israélienne aussi, et plus tard aussi enseigner à des civils, qu'aujourd'hui, le monde entier, les États-Unis, le monde entier, les armées, on enseigne le Krav Maga. Oui, c'est une grande fierté d'ailleurs. C'est-à-dire, oui, absolument. Donc le Krav Maga existe depuis toujours ici en Israël? Alors le Krav Maga, c'est le... C'est né avec l'État d'Israël, voilà, finalement, quasiment. C'est l'art martial juif, on peut dire. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est très efficace? Ce qui fait que c'est très efficace... Tu saignes?
que d'abord, moi je veux dire, c'est un système humble. Ça veut dire ça avance toujours. Il n'y a pas quelque chose de traditionnel, il n'y a pas une technique qu'il faut garder pour 100 ans. On peut faire évoluer les techniques. Ça se remet beaucoup en question, voilà. c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cours. Exactement. Même moi, que je pratique le Krav Maga dès que j'ai 5 ans, alors ça fait 24 ans que je fais du Krav Maga, j'apprends toujours, je peux évaluer, je peux apprendre de mes étudiants, et c'est basé à des instincts. Ça veut dire, si maintenant quelqu'un il vient, il t'attaque dans la rue, on n'a pas le temps de commencer à penser, qu'est-ce que j'ai appris dans le cours de Krav Maga ? Le mouvement le plus instinctif et le plus efficace, c'est le mouvement qu'on va adopter au Krav Maga, et pas le mouvement le plus fort, parce que le mouvement le plus fort n'est pas toujours le mouvement le plus naturel et instinctif. Donc c'est bien pour les femmes et les hommes pour ça. Absolument, absolument. Pas besoin d'être fort finalement. Absolument. Chez moi. Meriel voulait parler. Non, je sais, moi, le mouvement le plus instinctif, c'est de courir, quoi. Mais ça fait partie, je pense que ça fait partie des conseils. Absolument. C'est ce que vous dites, non? C'est ça qui est intelligent. Quand on commence le cours de Krav Maga, on dit loi numéro 1, si quelqu'un t'attaque, tu te sauves. Mais normalement, on ne va pas pratiquer à se sauver, alors on passe au niveau 2. Sinon, ça fait cher le cours. Bon, en plus, il faut courir vite. Laissez 200 shekels, monsieur. Donc, alors, femmes et hommes, c'est facile. Femmes et hommes, chez moi, on peut dire même, oui, enfants, chez moi, la plupart, c'est des femmes aussi qui pratiquent. Audrey était chez moi c'est ce qu'on va raconter dans un séminaire pour des femmes. On enseigne toute la communauté internationale de Tel Aviv, français, américain, allemand. Toutes les classes sont en anglais ou français. Vous avez un petit accent, vous? Je suis israélien, Vous êtes israélien et vous avez appris le français? Oui, sur YouTube. C'est pas vrai. Non, mes parents sont français. Okay. mais oui, j'ai gardé le français dès que j'étais petit. On a parlé français à la maison. À la maison, et du coup, vous avez les deux. Et du coup, j'ai fait un business du ça. Donc, il y a des cours partout en Israël. On peut en trouver partout. C'est très simple de trouver les cours de Krav Maga. Oui, on a beaucoup d'écoles de Krav Maga. Il y a des diplômes d'ailleurs de profs? Absolument. Donc, oui. Moi, j'ai fait mon diplôme quand j'avais 15 ans à l'école Wingate. Près de Netanya. Près de Netanya. Et il y a beaucoup d'écoles, toutes sortes de styles, il y a des niveaux, il y en a des ceintures. On commence à 5 ans, non, on l'a dit? On peut commencer à 5 ans, et comme c'est pour tout le monde, ça peut être aussi pour quelqu'un qui est très âgé. Imagine quelqu'un qui a 90 ans, son coude est encore fort. Recevoir un coude de quelqu'un qui a 90 ans, c'est exactement la même chose que quelqu'un qui est 20 ans. Votre plus vieille pratiquante, elle avait, je crois, 84 ans, c'est ça? Exactement. Ce que moi je fais dans mon Super business... Super mamie, quoi. Bah oui. Super mamie. Ce que moi je fais dans ma compagnie, qu'on essaie de mélanger le monde du Krav Maga et du fitness. C'est ce dont on va parler après, et c'est aussi pour ça qu'Oren est là, c'est parce qu'il y a des choses des ponts qui se font. Alors justement, je voudrais rebondir, Audrey, parce que vous avez étudié la question pour nous. Donc vous avez parti, et qu'est-ce que vous avez appris de tout ça en fait? Parce que ça rejoint un peu votre monde finalement. Exactement. C'est le monde un peu perché là-haut là. Là, je suis allée dans la matière, dans le corps. Ouais. Non, effectivement, j'ai rencontré Oren quand il a proposé un cours pour la Journée de la femme. Et ça m'a plu tout de suite d'essayer. D'abord parce que je suis une aventurière. Et ensuite, parce qu'effectivement, surtout en tant que femme, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, on vit dans un monde avec des systèmes de croyances qui peuvent être un petit peu limitantes. Alors c'est très bien les croyances, elles sont là parce qu'on a fait une expérience, et donc du coup, pour se protéger, maintenant on va savoir que quand on fait ça, il se passe ça. Mais très rapidement, on peut s'enfermer dans des croyances qui peuvent nous empêcher ensuite d'avancer et de changer. Et surtout, on a des croyances qui viennent de notre environnement, de notre entourage, c'est héréditaire aussi. Voilà. Donc là, c'était sympa de voir que, en faisant un cours de Krav Maga avec Oren, et la manière dont il le fait est assez particulière, parce que Oren n'est pas seulement un des meilleurs instructeurs de Krav Maga et une des plus jeunes ceintures noires, il s'est aussi formé en PNL. Il s'est aussi formé en naturopathie, donc il a aussi tout un certain nombre de connaissances qui peut faire le lien avec la partie santé, fitness, bien-être et perte de poids, qui est quand même pas négligeable. D'ailleurs, Oren s'est engagé auprès de moi, et dans 2 mois, vous verrez, nous avons des cours particuliers. Et filmé, comme nous avons pris un engagement filmé, ça va rajouter une pression positive à l'atteinte de l'objectif. Alors la confiance en soi,
Ça développe? Mais oui, alors pourquoi? D'abord parce que effectivement, savoir se défendre, ça fait partie des besoins primaires. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans nos besoins primaires qu'on a relayés aux autres, même pour s'alimenter, on ne sait plus faire pousser quoi que ce soit, on va chercher au supermarché, mais on apprend à être autonome pour avoir un métier financièrement, c'est pareil. Savoir se défendre, même si on n'est pas là pour se dire on va l'utiliser et en avoir besoin, le but c'est pas d'avoir peur et de se dire on vit dans un monde très flippant, apprenons à nous défendre, mais savoir qu'on en a la capacité, qu'on peut dire non à une situation qui ne nous convient pas et que si besoin, on peut en tout cas mettre hors d'atteinte notre agresseur, ça apporte quelque chose qui peut effectivement toucher directement à notre confiance en nous, self-esteem aussi, parce qu'on va aussi travailler physiquement, donc nos capacités physiques vont être améliorées. On va se sentir mieux. On va se sentir mieux physiquement, mais même on va avoir aussi, concrètement, on va travailler sur notre corps, on va prendre confiance en nos capacités. Et effectivement, comme le dit Oren, et il le fait très bien dans son cours avec une jeune fille qui fait 1m55, voilà, ça ne va pas dépendre ni de ton sexe, ni de ton âge, ni de ta carrure, avec les moyens du bord. Et c'est ça aussi l'intelligence du Krav Maga, c'est qu'il fait appel à ce qu'on a autour de nous et ce qu'on a d'abord nous en nous, c'est-à-dire physiquement, quelles sont mes capacités. Et toute cette conscience qu'on va mettre sur notre propre outil et sur notre environnement et sur des situations, et c'est là aussi que c'est intéressant et qu'on rejoint la partie coaching que moi j'amène en général, c'est qu'on va aussi travailler sur dimension émotionnelle. Oren, grâce à la PNL et tout ça, on va se mettre dans des situations où on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire de ces peurs qui peuvent être tétanisantes. Et là, en les transformant déjà, même si c'est pour de faux, en cours et en salle, on va petit à petit gagner encore en confiance et peut-être travailler comment digérer et comment gérer un peu mieux au niveau émotionnel tout ça. Et là, c'est une expérience à vivre. J'avais jamais entendu parler de Krav Maga de façon aussi... Mais oui, mais c'est pour ça que je suis là, ma chérie. Vous êtes d'accord, Oren? C'est aussi profond, comme Audrey elle dit, parce que il y a beaucoup de mental. On peut être une ceinture noire, on peut savoir plein de techniques, mais dans une vraie situation, pas savoir quoi faire. Ça veut dire on oublie, comme si on connaît un speech par cœur, mais on arrive en face de 100 personnes. Exactement. Et c'est soudainement on ne se rappelle de rien. Alors les techniques et les stratégies qu'on a, il faut les faire valables, access, pour notre conscient aussi. Qui sont accessibles facilement pour l'accessible. On n'est pas en train de dire qu'en apprenant en un cours 2-3 techniques, le jour J, on saura complètement réagir. Et il travaille quand même. Il faut continuer à aller en cours régulièrement pour que, et ça revient sur une autre chronique qui a été faite plus tôt, on va mémoriser des mouvements, on va enregistrer, nos muscles vont avoir... voilà, quand vous vous garez dans votre parking, vous savez très bien que vous pouvez aller très vite et vous garer comme ça, donnez votre voiture à quelqu'un d'autre, il ne connaît pas l'espace, il ne connaît pas l'endroit, il ne connaît pas la voiture, il va mettre un temps fou à la garer correctement sans faire des gratignures. C'est pareil, en fait, pour tout, et notamment dans cette technique de self-défense. Alors, il paraît qu'on perd également une bagarre de rue, par exemple. Il nous arrive une bagarre de rue, on perd rapidement 30-40% de ses moyens. Mais même plus, par le souffle, la peur, c'est ça, non? Donc il faut récupérer le moindre... Alors comme j'ai dit, ça doit être des techniques d'abord qui sont très efficaces et simples à apprendre. On n'a pas le temps, comme j'ai dit, de trop penser qu'est-ce qu'on a appris dans la classe. Et on doit avoir cette confiance, cette attitude de quand même réagir, même si on est stressé, même si on a peur. Et dans un cours de Krav Maga, c'est vrai qu'on ne sort pas Wonder Woman ou Superman dans un cours, mais l'idée c'est changer les croyances. Même dans un cours, pour comprendre, c'est vrai, même si je suis moins fort de mon agresseur est plus grand et plus costaud, il y a des techniques qui peuvent m'apprendre quelque chose qui est efficace. Et comme Audrey l'a dit, ça change les idées, le subconscient. J'en ai 2-3 justement, parce que j'en ai repéré quelques-unes où je me suis dit, là pour le coup, en une fois, on apprend un truc qui peut servir tout de suite. Et je me dis, mais pourquoi on ne sait pas ça? Pourquoi on ne sait pas ça? Il y a notamment l'histoire. Ça devrait s'apprendre à l'école en fait. Est-ce qu'on peut montrer rapidement ce petit truc, Aurèle? Ah oui, alors vous voulez nous faire une petite démo? Mais oui, juste rapidement, un petit truc que j'ai appris. Je vois de ce que vous parlez de pour se détacher. Mais oui, pour se détacher, vas-y. Alors, est-ce que il sait pas, il est très musclé, très grand, très fort. Mon agresseur m'attrape les bras. Donc tu peux m'attraper comme ça. Comment tu m'attraperas? Avec les deux mains directement. Comme ça. Là, sur le bras. Comme ça. Tu m'attrapes avec les bras, tu me serres vraiment très fort. Moi, je sais que là, si je fais ça, même si tu serres vraiment fort. Je serre très très fort. T'as serré très fort? Fais-le vraiment. Vas-y.
Voilà, et là, je suis assise et je fais ça sans aucun effort. Oh là là. Parce qu'on apprend que, effectivement, si. J'ai pas compris. Impressionnant. Applaudis, applaudis. C'est une expérience. Elle doit faites-le avec le docteur. essayer. Avec le Je sais pas, docteur. quoi, et tu ramènes ton poids. Alors expliquez. Romain va nous expliquer. Alors, Mais oui. rien ne vaut une démonstration. Allez, Vous voulez y aller là, Judith? Judith, avec grand plaisir. Prête? Moi Oui. Vous êtes ceinture noire, vous? moi, je suis plutôt ceinture qui ferme pas. Alors, Judith, je vais vous demander de se mettre debout. De se mettre debout, d'accord. Je vais te fracasser, je te le dis. Non, sache-le. Elle représente bien la On va petite fluette que- d'1m50. On va Nickel, attrapez-la, expliquer des petites techniques de base. Retiens-moi. On va expliquer des petites techniques de base de Krav Maga. D'abord, comme vous avez dit avant, si on peut, on se sauve. C'est pas au Voilà. niveau de... Sinon, moi, j'ai le coup du cheveu. Cheveux Oh, wow, c'est pas mal. ça, hein. Ce n'est pas mal. Vous connaissez pas L'effet ça de surprise, on va parler sur ça. Mais si on ne peut pas se sauver, alors if we have to fight back, we fight back. That's what we mean. Yeah, let's do Okay? Alors l'idée que si je vois un agresseur, on va faire comme si vous êtes mon agresseur. Ah ouais, ok? d'accord. Alors ce que je veux pas faire, c'est se mettre dans une position, on va dire comme de la boxe. La boxe, c'est génial, mais dans la rue, on ne veut pas se mettre dans toutes sortes de positions comme ça, ou comme ça, de l'art martial, karaté, etc. On a un peu l'air con, quoi, de marcher comme ça. Parce que je montre à mon agresseur, je suis prêt à la bagarre. Okay? Le meilleur moment, si mon agresseur, la plupart du temps, il est plus fort et plus grand, je ne veux pas perdre l'effet de surprise. Okay? Le meilleur moment pour réagir, c'est exactement l'effet de surprise. Okay? Alors, in one hand, dans une main, je veux protéger ma figure, mais je ne veux pas perdre l'effet de surprise, alors je ne vais pas faire ça, pas ça. Je vais juste mettre mes mains de cette façon, comme ça. Alors, je vais vous demander de mettre la gauche en avant, parce que vous êtes droitière, n'est-ce pas? Ouais. La gauche en avant, comme ça la droite elle est en arrière, elle a plus d'élan. Les mains sont là, on protège. Comme la si figure. j'ai rien Voilà. fait. Si moi je vais lancer une attaque, vous pouvez se défendre. D'accord. Et d'ici aussi, il y a des attaques que vous pouvez utiliser. Ah bah oui. On va appeler Ah bah ça va coup arriver de là, tu vas pomme. la voir arriver, tu vas voir. Calmez-vous, boum. Ok, ça Ah peut ouais, être très avec bien. la droite, avec la gauche. C'est rapide, Alors, ça va vite. mais, Bouge pas. si vous allez se mettre dans une position comme ça va être beaucoup plus dur pour vous de me donner un coup parce que je vais être prêt, peut-être je vais aller en arrière. Ce qu'on peut voir dans la rue, que la plupart des premiers coups ne sont pas toujours des knock-out, comme on dit en français. Des KO. C'est toujours des bagarres qui prennent du temps. Dans le Krav Maga, on ne veut pas que ça prenne du temps. On veut que ça prenne 1-2 secondes. Ouais. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Et on peut partir. Et on part à la maison. Alors d'ici, on va me mettre dans la position de Krav Maga. On ouais. va plier un peu les genoux, les mains sont un peu en haut. Voilà. Et là, si je m'approche ici, Ah, c'est par un peu exemple. violent, ça. Par exemple, mais vous avez donné un genou vers mon bah oui, estomac. bah oui. Ah ouais, c'était pas vraiment ton estomac. Ce qui est mais mieux, bon, mon estomac, c'est un muscle. Ce qui est mieux, c'est les parties où le nez, ce qu'on va parler maintenant, c'est le coup de pomme vers le nez. Alors, ce qu'on fait exactement. Le coup de pomme, vous l'avez appelé. Coup de pomme, Coup de pomme, c'est très bien, c'est La pomme. La pomme, c'est joli. On pense sur la nourriture. Ok, voilà. Et bam. Et même si l'agresseur est plus fort, ce n'est pas important parce que quel nez est plus fort, mon nez ou votre nez, c'est exactement Le nez, quoi. Ouais. On a mal au nez, quoi. la même mal chose. au visage. Alors, par exemple, ça c'était juste pour comprendre la position et les coups et l'utilisation d'effets de surprise. Et une autre technique que Audrey elle a parlé, qu'on utilise, comment on dit, le leverage? Levier. Système de levier. Alors, une autre technique que Audrey elle a parlé, c'est qu'on utilise le levier. Quand quelqu'un t'attrape, si c'est la main, si c'est le cou, que ça devient que je t'étrangle. Ok. Alors, mais là, tu vas pas avoir l'air ou tu ne pouvais pas respirer. Alors, il faut d'abord to take care. Ça veut dire relâcher mes bras ou mon étranglement et après agresser. Ok. Par maintenant, quand j'attrape ici, c'est vrai que vous pouvez faire le même coup. Et je vais pas rester. La pomme. Ça veut dire je vais pas rester comme ça. Mais des fois, dans des clubs, dans un bar, on veut pas direct lancer un coup. Alors il y a toutes sortes de techniques. Par exemple, là, la source quand je vous attrape, c'est les pouces. Ok. Si vous allez tirer, l'instinct est de tirer la main. Essayez de tirer la main. C'est pas bon ça. Ça va pas Non, réussir c'est pas- parce que l'agresseur normalement est plus serré fort. plus fort. Eh oui, Il est plus fort et l'instinct c'est tiré. Mais si vous allez prendre votre propre main et la monter vers le haut, ça va créer un levier. Mais, regardez. 1,
je tire avec mon biceps et j'utilise tout le poids de mon corps. Alors attention, tu vas aller très loin. J'attrape ma propre main et je tire vers le haut. Ok, on va le faire encore une fois. D'accord. Moi, je tire là. Lui, je le mets sur ma main. Et c'est lequel de biceps que je vais... Celui-là, c'est parti. Et vous tirez. 1, 2, 3. Voilà, pas mal. Alors là, ce que vous avez fait, vous avez utilisé de la pression sur mes pouces. Et ça va être exactement la même chose si je vous étrangle, par exemple. Ok. La source de l'étranglement, c'est les pouces. On dit au Krav Maga, si on étrangle sans les pouces, c'est plus comme un massage. Des cervicales. Voilà, exactement. Voilà. C'est plus comme un massage, mais les pouces, c'est eux qui mettent la pression. Ça veut dire si vous m'étranglez, vite fait, doucement. Ok, l'idée c'est utiliser le mouvement sous. Mais mon mari va te défoncer. Maintenant c'est à vous, c'est pour apprendre. Maintenant, c'est à vous. C'est à moi. Alors, attends, mais t'as fait la flippette, là. Alors là, ce mouvement, il va être contre mes avant-bras. Voilà, c'est ça. Il faut contre les pouces. Donc, ça veut dire de l'arrière, d'ici, et contre les pouces. Voilà, mais non, justement. Alors, il est bon. Oh là là, il a rien compris. On n'y arrivera pas. Mais c'est là les pouces. Mais c'est là les pouces. Tu vas venir avec moi, on va faire un cours particulier avec Oren. Et Oren, j'ai un autre truc à donner, merci beaucoup. Okay, merci. Ce que je trouve... C'est ça, il vient de me maraver la gueule, vous applaudissez. Super, très rapidement. Mais très rapide. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, il l'a dit au début, le Krav Maga s'adapte. Et pourquoi il s'adapte aussi? Alors au début, on disait les clés dans la poche, etc. Maintenant, il a même prévu que quand on marche dans la rue, on marche avec notre portable à la main. Et donc, il y a des petits trucs pour utiliser notre smartphone. Il s'adapte aussi à iPhone 6, 7, 8. En fonction de ça, il y a des points différents. Et bon, on va pas le dire là, vous avez qu'à venir au cours de Rennes, mais en gros, placé au bon endroit, croyez-moi, il n'y a personne qui peut résister. Donc, voilà. Ça, Stéphanie, il préfère se faire casser la gueule que perdre son iPhone 10. Non, mais attendez, en l'occurrence, je dis ça pourquoi? Parce que lui, il a dans ses participants des personnes qui justement viennent après s'être fait arracher leur téléphone. Et là, ça peut être aussi un truc, merde, j'en ai marre de me faire avoir pour un petit con qui veut mon téléphone. Et avec votre téléphone qu'on veut justement, on peut s'en servir comme arme, tenir l'autre à l'écart et s'en sortir avec. La dernière fois que j'étais à Paris, j'étais dans le métro, j'avais mon téléphone assis. Les portes vont se fermer et d'un seul coup, je vois une main sur mon téléphone et je vois le téléphone qui part. En fait, ils attendaient avec les portes dans le métro et pour me piquer. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas fait de Krav Maga spécialement. J'ai retenu spontanément mon téléphone et ça a marché. Le mec, il était un peu énervé, mais j'ai dit non. Mais Stéphane est très costaud, donc madame aussi, vous pouvez vous défendre. Oui, c'est vrai aussi. Bon, alors, on va voir un petit extrait maintenant de Rugby Israël, qui est un nouveau rendez-vous sur A+. Alors, je vous le dis, nous allons le proposer dorénavant, juste avant les émissions de Bienvenue chez vous. C'est un zapping des meilleures vidéos insolites qu'on trouve drôles ou émouvantes en Israël. Et on en voit un extrait. Ah là là, j'ai envie de dire Toda Rabba en hébreu, merci beaucoup de m'avoir permis d'aller à Tel Aviv, mes amis, parce que franchement, j'ai passé un moment formidable. Voilà, donc voilà, ça sera dorénavant une petite page un peu humour comme ça sur la chaîne A+, qui commence à se former, on va dire. Voilà, Jérémy Nidam, sans transition, c'est à vous. Chirurgien esthétique, vous allez nous parler d'une nouvelle méthode pour faire des abdos, avoir des abdos de compétition sans faire de Krav Maga. Comment est-ce possible? Parce que nous, Dr Lara et moi, on est très intéressés par ça. Je suis venu que pour vous. C'est vrai. Super concentré. Abdos sans faire d'efforts, super, allez-y. Alors, à part Oren déjà qui fait du sport ici. J'entends pas mal de sport. Voilà, Mickaël bien sûr. Un peu de pétanque. Même pas. Non, alors en fait, en gros, l'intervention dont on parle, c'est une intervention qui est, on va dire, nouvelle, parce qu'elle est vraiment très peu connue en fait en Israël, très peu connue même dans le monde. En tout cas en Europe, c'est ce qu'on appelle l'abdominal etching. Je ne sais pas si Oren sait de quoi je parle ou pas. C'est une intervention qui à la base a été inventée aux États-Unis, Amérique du Sud.
parce que là-bas, ils ont vraiment le culte du corps, la plage tout le temps, Rio, la Floride, la Californie, tout ça. Et donc l'idée, en fait, c'est de recréer, de resculpter, en fait, la musculature abdominale, en l'occurrence, sans, entre guillemets, sans sport. Donc c'est vrai que ça donne envie. On veut faire des tablettes de chocolat. Mais Exact, c'est juste dessiné ou ils Alors, sont utiles les abdos? Parce que c'est sympa, mais c'est pas juste pour faire joli. A priori, ça sert aussi dans d'autres. Alors, en fait, il faut comprendre déjà quelque chose, c'est que pour tous ceux qui ont fait du sport, à haut niveau, de la muscu à haut niveau, qui ont voulu essayer de faire ressortir les abdos, je parle à Aurène, parce que là, je pense que c'est le seul, en fait. Je pense que c'est surtout Aurène qui va me comprendre, mais les abdos, c'est pas que le sport, c'est beaucoup la diète. Et c'est vrai qu'on dit souvent que 90% des tablettes de chocolat, ce qu'on appelle le six-pack en anglais, c'est la diète. Il va falloir vraiment faire hyper attention à ce qu'on mange, finalement, pour avoir 0 gras au-dessus des abdos. Pour le traçage de l'abdominal, parce qu'il y a des gens qui sont Docteur, mais qui ont le muscle. Voilà, moi par exemple, je suis très musclée, mais ça ne se voit pas. Voilà, exactement. Même avec l'opération. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des gens qui passent des heures à la salle de sport, c'est des gens qui font hyper attention, qui ont une alimentation drastique et qui de temps en temps même n'arrivent même pas à avoir les abdos. Donc en fait, comme je l'explique, aux États-Unis, tout ça, ils sont très portés sur la musculation et tout ça. Ils ont développé une technique, c'est une technique en fait à la base de l'hypoaspiration, de l'hyposuccion, mais qui va être très particulière, où en fait avec et on est en train de voir des photos, avec la canule d'aspiration, c'est-à-dire qu'on vient aspirer la graisse, on va aspirer, en fait on va sculpter. Etching en fait, ça veut dire graver en anglais, et on va venir graver en fait les reliefs abdominaux. Alors effectivement, c'est pas adapté à tous les patients. Parce qu'effectivement, si quelqu'un arrive, qui fait 95 kilos, qui a 1 tonne de gras, on ne trouvera jamais ses abdos. On ne va pas lui faire. Et ça ne va pas faire naturel. Donc en fait, à quoi ça sert? Ça sert au niveau esthétique. Au niveau esthétique. Là, ce qu'on parle, on parle un peu léger, on va dire un sujet un petit peu léger. C'est pas de la bonne médecine. Donc en fait, c'est un mec qui a déjà des abdos, mais il ne voit pas super. Donc on va les sculpter un peu mieux. À la base, c'est quelqu'un, et on voit là les photos, c'est quelqu'un qui à la base est assez musclé, d'accord, mais qui n'a pas d'abdos. Qui n'a pas d'abdos visibles. Et aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, le crossfit... Ça ne me concerne déjà plus, en fait. Non, mais toute la mode de la muscu, des abdos, on n'a qu'à voir des matchs de foot. Dès que le match termine, tout le monde sait Ronaldo, Ibrahimovic et tout, c'est les abdos, on montre, on truc, voilà, les Facebook, Instagram, tout ça. On est d'accord. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un gros. Combien ça coûte un petit kiff comme ça et combien de temps ça dure? Ça dure à vie. Après, c'est pareil. Je pense que quand on fait une chirurgie comme ça, on fait un sorte de contrat un peu avec soi-même, dans le sens où quand on fait une liposuction, c'est pas après pour aller au McDo le lendemain et prendre sa carte d'abonnement chez Domino's. Okay, à la base, après, c'est quand même pour entretenir un peu le truc. Il faut continuer quand même à s'entretenir au niveau du sport, au niveau un petit peu de l'alimentation, comme on faisait avant. C'est-à-dire, c'est pour ça, encore une fois, que ça va s'adapter vraiment à des gens qui ont déjà quand même une bonne hygiène de vie. Mais voilà, vous voyez, de toute façon, on voit quand même sur les photos qu'on a pu voir que c'est... Voilà. C'était impressionnant, effectivement. Mais je voulais qu'on parle d'autre chose, là, parce qu'on a beaucoup parlé des hommes, mais le Brazilian butt, ça vous dit quelque chose? Le pardon? Brazilian butt. C'est un... Brazilian butt lift. Alors, ça sert à quoi? Ce qu'on appelle le stricto sensu lifting de fesses brésilien. Alors ça, en fait, c'est pour les femmes, bien entendu. Ça, c'est l'intervention. Ou pour les hommes. Hein. Non, mais... Il y a des hommes. Non, mais pour les hommes. Ça, c'est vraiment l'intervention star de ces dernières années. Et l'intervention des stars aussi. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on fait à ces fesses? En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, il y a 10-15 ans, c'était qui les icônes de beauté, celles à qui on voulait ressembler, c'était Kate Moss, Jane Birkin, c'était des femmes très minces et on axait vraiment sur la minceur. Ça a changé? Attendez, mais faut prévenir, moi, s'il y a des trucs comme ça. Aujourd'hui, encore une fois, on dit Judith Mergui, on va faire le... Voilà. Qui fait un peu la pluie le beau temps là-dessus, c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, encore une fois, parce que c'est là-dessus que tout se passe. Si vous demandez à toutes les jeunes filles de 15 à 25 ans l'égérie de la beauté, tout le monde va répondre Kim Kardashian. On est d'accord aujourd'hui. Un certain nombre de personnes, parce que non, je te rassure, il y a quand même peut-être pas ici, peut-être pas notre ici les ça gens me donne grave de l'espoir, ça, moi. Mais je vous assure que voilà. Et quelle est la particularité de Kim Kardashian? Ses fesses. On est d'accord. Aujourd'hui, la chirurgie des fesses explose. Aujourd'hui, la chirurgie des fesses explose. La chirurgie des fesses. Et en fait, les études ont montré que sur les 5 dernières années, la chirurgie qui est le plus en demande, qui est le plus en hausse, justement, c'est la chirurgie des fesses, la chirurgie d'augmentation des fesses. Et c'est populaire ici en Israël? Énormément. Ouais. Et en fait, donc la chirurgie d'augmentation des fesses, c'est un peu comme les seins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit mettre des implants, des prothèses,
Personnellement, je ne suis pas très pour. On va pouvoir aussi faire, comme on en avait parlé lors d'une émission précédente, prélever de la graisse au niveau du ventre, des hanches, du dos, sur certaines zones comme ça, et purifier cette graisse, la réinjecter au niveau des fesses. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le lipofilling, le transfert de graisse. Et comme ça a été décrit au Brésil, eux, ils vont appeler ça le Brazilian Butt Lift. Ça va donner un effet en fait de lifting des fesses brésilien, voilà, si on veut traduire. Et ça, en fait, c'est une intervention qui explose vraiment, une demande qui est exponentielle. Et aujourd'hui, énormément de jeunes femmes veulent faire cette intervention où on va justement affiner. Maintenant, aujourd'hui, la mode, c'est le ventre très plat, une taille très fine et des fesses assez marquées, assez bombées, on va dire. Faut de la chirurgie, parce que si tu fais que la Kayla, du coup, tu n'as pas le... Tu vois, ça... Non, mais il y a d'autres... Alors voilà. Merci, docteur Nidam. C'était très intéressant, effectivement. C'est d'été, quoi. C'est ça. C'est pour préparer l'été. Mais j'ai appris aussi, par intermédiaire d'Audrey, qu'on peut maigrir avec le Krav Maga. Tu as beaucoup de poids. Alors oui, la question, en fait, je pense que c'est très intéressant ce que le docteur il dit, mais... Nidam, ouais. Dans notre monde, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'éduquer les gens. Et la question, est-ce que pour le long terme, est-ce qu'on voit vraiment qu'il y a des résultats? Parce que c'est une petite chirurgie on fait, et sans éduquer la personne, est-ce que vraiment pour le long terme ça reste, ou peut-être il grossit après? C'est ça qui m'intéresse aussi. Alors quelle est votre méthode? Qu'est-ce que vous amenez vous en particulier? Dans ma compagnie, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi, on a parlé avant sur le Krav Maga, il y a aussi la partie de fitness et développement personnel avec la PNL, programmation du subconscient, qu'on essaie de vraiment éduquer les gens, aussi avec des séances de sport, des conférences de nutrition, et comprendre comment le cerveau il marche pour vraiment changer des habitudes, pour que les résultats ils restent pour le long terme. Pas pour que tous les jours on a cet combat interne, exactement, avec le frigo avant qu'on l'ouvre, pour vraiment programmer plus le cerveau, que ça devienne une nature en harmonie avec notre vie. La transformation, en fait, elle va se faire de l'intérieur, et finalement, après, je crois que même le résultat, ça devient une conséquence. Le but, c'est pas d'avoir les fesses comme ça ou le ventre comme ça. Mais là où c'est intéressant dans le Krav Maga, alors notamment dans les cours de Rennes, où on va carrément, à un moment donné, on a appris un mouvement, on a appris une technique, on va les répéter, on fait du hit burn. Donc il y a vraiment une dimension fitness qui est assez forte. Et on travaille avec la grande trinité, tête, émotion, avec le cœur et le corps. Donc du coup, là, on va pouvoir vraiment aller dans les transformations. Et on sait très bien que tout ce qui est émotion, croyance, ça a un impact direct sur les prises de poids et sur le corps et sur la santé physique et l'apparence, etc. Donc là... Voilà, exactement. Ce qu'on essaie de faire, il y a beaucoup de gens qui vont à la gym sur le tapis pour 1 heure. On dit pourquoi pas, il faut venir aussi apprendre à se défendre, élever la confiance en toi. Et en plus maigrir. Ouais. Merci Aurélie Meloul. Merci à vous. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Merci pour la démo, bravo aussi à vous Judith. C'était très bien, on fait une petite pause et on se parle d'Eurovision et de son histoire, surtout voilà, comment Israël aussi a un peu marqué la compétition internationale de la chanson, c'est après la pub. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. Annatelle, bonsoir. Madame, tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Annatelle, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Annatelle, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Tours Brigha offrent un concept résidentiel innovant dans un environnement parfait. Du lobby luxueux à la piscine olympique, chaque détail a été conçu pour votre plus grand bien-être. Les Brigha Towers, un cadre de vie parfait au bord de la mer. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Maison de la literie Prestige,
une autre façon de voir votre lit. De retour sur le plateau de Bienvenue chez vous, on va parler d'Eurovision ce soir avec Nivadi. Comment Bonjour. ça va, Niv? Très bien. Il nous a rejoint. Alors moi j'adorais Israël 12 points. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. J'adorais quand j'entendais ça en fait. Et on entendait ça beaucoup. On entendait ça beaucoup. À l'époque. Avant. À l'époque. Bah oui. Plus que pour la France. D'ailleurs, quand on n'entendait pas Beaucoup ça, plus. on entendait Israël 1 point ou 2 points, je sais plus quoi, on dit c'est antisémite. Complète. Alors, vous allez... moi, avant de faire ça, de parler d'Eurovision, je voudrais qu'on voit un sujet, une sorte de rétrospective que nous a préparé David Sidbon. On regarde le sujet qui va faire un petit historique sur l'Eurovision et on s'en parle tout à l'heure. L'Eurovision est ce générique culte qui résonne dans nos oreilles comme une Madeleine de Proust. Ces 12 points tant espérés, ces groupes aux chemises à paillettes, ces chorégraphies improbables et ces chansons qui se donnent l'objectif de faire la paix dans le monde, enfin dans l'Europe, et c'est déjà pas mal. Comme pour les matchs de foot où Israël jouait face à la France, ces soirs-là, notre cœur balançait un peu entre nos deux pays. C'est en 1973 qu'Israël a participé pour la première fois à ce concours de chansons. Et 5 ans plus tard seulement, que le titre Abanibi l'a remporté. Et ça, c'est déjà une belle performance. Et vous savez quoi? L'année d'après, Israël a conservé son titre et là on dit Après, plus compliqué pour Israël, mais comme on dit, jamais 203. Alors, en 1998, c'est Dana International qui fait sensation. Cette année, c'est l'artiste israélienne Netta Barzilai qui représentera Israël à l'Eurovision 2018. Et d'après les bookmakers, elle a toutes ses chances. Alors verdict le 12 mai. Voilà, là on a fait un petit voilà, on est rentré dans l'historique. Cette année, on gagne, je vous le dis. C'est clair. Cette année, on gagne. Moi, je vous le dis. Moi, je l'adore. Alors, Et il y a débat, il y a Marc Loquette, le pays est partagé. Mais c'est un phénomène déjà. Quand est-ce qu'Israël est rentré pour la première fois à l'Eurovision? C'était en 73, en fait, donc il y a longtemps. Mais donc, depuis 40 fois à l'Eurovision, plusieurs fois on n'est pas rentré pour différentes raisons. La première, c'était Ilanit, la chanteuse Ilanit. Que personne ne connaît ici, mais qui est une grande... On a tous fait semblant, en tout cas, on a tous dit Ilanit, mais elle est rentrée, elle a fait la première fois, c'était en 4e place. D'accord. Et puis jusque dans les années 80, jusqu'en 2000, on était vraiment très bien placés, beaucoup de fois, et même un record presque, c'est-à-dire qu'Israël tient le record avec 3 autres pays. D'avoir fait deux fois de suite gagné l'Eurovision, ce qui est une grande histoire d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, parce que la première fois on a gagné, donc c'était en 78 avec Abanibi, qui est une chanson vraiment, c'est un truc, c'est un miracle et c'est. D'ailleurs, c'est un miracle qu'on ait gagné avec c'est un miracle qu'on ait gagné, mais aussi il y a quelque chose qui ressemble à Toy cette année, c'est-à-dire que c'était un truc de génie, c'est-à-dire Abanibi, c'est les paroles, c'est dans une langue d'enfant, c'est un truc génial comme ça, Netta, un peu comme Netta, et c'était très bien. Et puis l'Eurovision était en Israël donc en 79. On a gagné encore une fois avec Alléluia, ce qui était vraiment ça, c'est plus que tous les sports ici en Israël, c'était vraiment tout le monde dans les rues, quoi. C'était la grosse fête, quoi, de gagner 2 fois de suite contre le monde entier. Et alors, parce que normalement, ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est que normalement on doit réorganiser. Écoute, le gagnant organise la soirée, mais ils n'avaient plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent du tout. C'est-à-dire que déjà pour organiser l'Eurovision 79, ça c'est une super histoire. C'était vraiment incroyable parce que personne ne croyait que c'était en Israël et c'était impossible. La télé ici ne diffusait qu'en noir et blanc. Il n'y avait pas de couleur. L'Eurovision demandait de faire ça en couleur, c'était impossible. Ils louaient des caméras dans le monde entier pour le faire, 150 caméras, tout ça. Et plus d'argent pour le refaire après la victoire de 79 avec Alléluia. Officiellement, c'était quoi, officiellement? C'est-à-dire? Officiellement, c'était quoi la raison? Pas d'argent. Ah, vraiment? Ah, pas d'argent. Pas d'argent. Et la Hollande était d'accord pour reprendre
donc l'Eurovision 79. Alors, jusqu'en 2000, Israël était presque toujours bien placé dans les 10, à peu près. Ouais, dans les 10. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et puis d'ailleurs, en 98, on a regagné l'Eurovision. D'un international? Exactement. Donc la première transsexuelle venue d'Israël, ça c'est une grande histoire aussi. Donc on a toujours réussi avec de gros trucs. Alors attendez. Ok. J'ai envie de vous faire écouter quand même. Vous avez parlé d'Abanibi, Abanibi. Abanibi. Vous voulez qu'on l'écoute un peu là? Parce Bien que quand même, sûr. j'ai envie d'écouter. On écoute, regardez. Grande chanson. Oui, c'était marrant, ça veut rien dire en plus, Abanibi, je crois. Si, ça veut dire, c'est une langue d'enfant. Par exemple, je ne sais pas comment on va dire ça Oui, en français, c'est- mais on c'est parle quand par on exemple crée dans un- la lettre de bête, donc Aleph Bet, on parle dans la lettre de bête, alors tout se dit comme ça, je t'aime, c'est Abanibi, Ani, Oevatra, Obot, Ebe, ça veut dire je t'aime, Voilà, mais la dans la personne langue n'a de rien bête. compris, Nive, hein, devant sa télé. Mais Dans non, la là, langue c'est de Kita, B. Dans la langue de, voilà. Alors comment il s'appelait? Isar Cohen, c'est ça? Isar Cohen, Isar Cohen. grand chanteur, vraiment. Isar Cohen. Très connu avant d'avoir chanté ça. Vous voulez pas qu'on lui Beaucoup passe un de- petit coup de fil à Isar Cohen? Pourquoi pas? Isar Cohen, vous êtes là? Ken, Shalom, Shalom, Isar Cohen, et ben voilà, on a Isar Cohen en ligne. Ça va, On vous applaudit, Isar. Pour la... Isar Cohen. Qui a vraiment fait une grande réussite. On vous Merci fait- beaucoup. On vous, en fait, on est en train, juste moi, je voudrais vous féliciter un peu en retard de la victoire. C'était vraiment très très bien. אתה מדבר רק עברית או קצת צרפתית? Vous parlez uniquement hébreu ou vous parlez aussi un peu français? Je parle hébreu et anglais, un tout petit peu français, donc on va parler en anglais ou en hébreu. J'ai une idée. Je vais vous poser la question en français et vous y répondrez en hébreu, d'accord? Oui, mais encore faudrait-il que je comprenne la question. D'accord. Bon. Bon. מה נשמע? Ça, je sais dire. Très bien alors, comment allez-vous? Très bien, nous célébrons aujourd'hui les 70 ans du pays. Quand j'ai gagné l'Eurovision, le pays fêtait ses 30 ans. Quel plaisir ce fut. Isar, מה הרגשת? Isar, qu'avez-vous ressenti lors de votre victoire à l'Eurovision? Aucun mot ne peut traduire ce que j'ai ressenti à cet instant précis. C'était, comment dit-on déjà en français, un tremblement de terre. C'est, oui, tremblement de terre. Pour vous, c'était un tremblement de terre. Oui, oui, exactement, un tremblement de terre. Nous étions un tout petit pays, nous voulions que le monde nous remarque. Nous avons tout fait pour laisser transparaître notre culture, parce que les gens nous connaissaient plus souvent pour les guerres, les soldats. Et soudain, un jour, je suis arrivé en France, en 1978, à Paris. Le Palais des Congrès venait d'ouvrir les portes de sa grande salle le même soir. Et j'ai senti que j'allais remplir ma mission et rapporter ce cadeau à mon pays. כן, בטח. מה זה? יפה מאוד. Votre victoire a été une grande surprise pour vous. Cette victoire a été une surprise pour tout le monde. Pour moi, c'était une belle émotion. Et au-delà de ça, ça a été un moment tellement important dans l'histoire d'Israël. Et surtout pour la communauté juive, les communautés juives de France et de toute l'Europe. J'étais devenu à l'image du talit et des tzitzit que tout le monde avait envie d'embrasser, de serrer dans les bras en pleurant. Ce fut l'une des plus grandes joies de toute l'histoire du pays. En revenant en Israël, vous avez sans doute été accueilli comme une sorte de roi? Ah oui, tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'étais devenu le roi du pays pour plusieurs années. Et aujourd'hui encore, cela continue 40 ans après la victoire. Demain, il y aura une célébration au Kikar Rabin et tous les participants de l'Eurovision me remettront un prix en l'honneur des 40 ans de ce moment historique. Et j'ai eu le privilège de pouvoir ramener ce prix à mon peuple, à ma famille et mes amis, ainsi qu'à tous les juifs du monde. Que pensez-vous de Netta, la nouvelle prétendante à l'Eurovision? Netta est une jeune femme avec un talent exceptionnel et nouveau. Elle est incroyable. Et à mon avis, avec ou sans l'Eurovision, elle aura une grande réussite. Et même à l'étranger. C'est une personne admirable. Elle est très talentueuse et elle propose quelque chose de nouveau. J'espère qu'elle gagnera. En tout cas,
Une chose est sûre, c'est qu'elle sera une concurrente redoutable. Merci beaucoup, Yzar Cohen. Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu bénisse tous les Français qui sont venus faire leur alia et que tous les autres Français dispersés à travers le monde viennent nous rejoindre dans le plus beau pays du monde. Et pour ce qui est de la célébration des 70 ans de notre pays, qu'il nous soit encore donné de fêter des centaines d'années ici. Au revoir, merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup aussi à Nivadi d'avoir organisé cette interview. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors on a parlé d'Abanibi, c'était bien Abanibi. Moi je voudrais quand même qu'on voit le Neta. Alors on a pas vu Neta, le clip. c'est un phénomène, Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Donc on va voir le clip. Nive, vous avez apporté le clip aussi? Absolument. Alors on regarde. Alors vous pensez vraiment qu'elle a la chance, elle a une chance de gagner? Elle a une grande chance de gagner. Neta, c'est déjà un phénomène avant l'Eurovision, parce qu'elle prend tous les hit parades en Europe, etc. Donc elle sait ce qu'elle fait. Elle est très, très, très talentueuse, très, très innovante. Et elle a compris quelque chose sur le. On a parlé avant que jusqu'en 2000, on a bien réussi. C'est parce qu'après, il y a un nouveau code de l'Eurovision. C'est un peu différent. C'est pas les mêmes chansons kitsch qu'il y avait avant. C'est un truc digital, numérique, jeune, etc. Coloré. Donc, elle a compris, je pense, tout ça. Même, elle est en avance de tout ça. Et donc, il y a une chance. Il y a une grande, grande chance. Moi, je miserais beaucoup. Alors moi j'adore, mais j'adore aussi parce qu'elle incarne autre chose que uniquement une chanson. Elle incarne aussi un vrai personnage et ce personnage divise. Et j'ai un petit peu remarqué selon les commentaires sur les réseaux sociaux et on sait à quel point les gens peuvent être méchants. Alors docteur, vous allez voir, ça va vous concerner. J'ai l'impression que ceux qui les commentaires critiquent, méchants, monsieur est concerné. non justement, vous allez me dire, j'ai l'impression que ça vient un petit peu de gens qui peut-être en apparence, mais sont des personnes qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Parce qu'elle peut déranger dans le sens où c'est une nénette qui s'accepte. On le voit, elle a un physique un peu atypique, on sent quelque chose de très assumé. Alors si ça se trouve, je dis ça, et puis dès qu'elle aura gagné l'Eurovision, elle va faire un régime et elle va perdre 50 kilos. C'est possible. Mais en attendant, en ce moment, dans son art, elle s'accepte. Elle est plutôt bien dans ses pompes. Elle est bien dans ses pompes. Et son texte parle, même si tout le monde dit, OK, on ne comprend pas ce qu'elle veut dire, parle d'harcèlement sexuel. Enfin voilà, et c'est un sujet qui malheureusement n'a pas fait briller Israël ces derniers temps. Donc c'est hyper important en plus ce qu'elle incarne. Et j'ai l'impression que du coup les gens qui adhèrent sont des gens qui eux aussi sont bien dans leur pompe. Donc moi je lui souhaite voilà. Bonne chance, on lui souhaite tous. Ah ouais. Tous derrière. Qui derrière la France ici? Pour l'Eurovision. On sait qui chante pour la France? Non, je ne connais pas, mais personne. Mais on leur souhaite plein de bonnes choses aussi. Bon, bah alors, oui, que le meilleur gagne en fait. Que le meilleur gagne et que ce soit Israël qui gagne, évidemment. Merci à tous les chroniqueurs, tous les invités, l'équipe technique. Merci beaucoup à mes partenaires, à la réalisation Johan Guetta, la direction artistique David Sidbon, l'équipe d'Anatel Léron Chemouni. Merci à tous, merci de votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Maison de la literie Prestige, une autre façon de voir votre lit. A plus, publicité.